Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de l'heure du conte et du thé. Installez-vous bien confortablement. N'hésitez pas à vous servir une boisson chaude et à vous couvrir d'un plaid moelleux si vous en avez besoin. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration afin de vous mettre en condition pour ce nouveau voyage. Conte d'une grand-mère chinoise, le fou des fleurs. Notre vaste monde de poussière est réellement plein d'histoires extraordinaires, d'événements prodigieux que ne pourraient relater ni les annales historiques, ni les classiques, ni même les plus savants parmi les savants, tels Yu Shinan des Tang, qui était pourtant à lui seul une encyclopédie. J'en prendrai pour exemple la faveur toute particulière dont jouissent ceux qui chérissent les fleurs, et le sort funeste réservé à ceux qui les saccagent. Je ne vous demande pas de me croire, écoutez seulement cette véridique histoire. Cela se passait sous la dynastie des Song. Dans le village Joie éternelle vivait un vieux jardinier solitaire qui ne possédait qu'une rustique maison et quelques champs. Depuis l'enfance, sa passion des fleurs emplissait sa vie. Rien d'autre ne comptait pour lui. Apercevait-il une fleur d'une espèce rare ? Tout à faire cessante, il tombait en contemplation et n'avait de cesse de l'obtenir, quitte à mettre en gage ses propres vêtements, plus heureux que s'il eût possédé un joyau. Ceux qui voulaient lui soutirer de l'argent lui proposaient des plantes extraordinaires, dont il s'était contenté de couper quelques branches. Mais, même sans racines, les plantes chez le vieux jardinier, ô miracle, prenaient, croissaient et prospéraient. Si bien qu'à la longue, autour de sa charmante chaumière, s'était édifié le plus extravagant jardin, et pour ne parler que de ça et d'arbres luxuriants, où se mêlaient tant de variétés qu'il était quasiment impossible de les citer toutes. À la floraison, elle n'avait rien à envier au plus splendide des paravents. Partout, le magnolia s'élançait, le pêcher souriait au soleil levant, le lotus se laissait bercer, le poirier pâlissait au clair de lune, et de tous côtés, la pivoine, l'azalée, les passeroses, les balsamines et tant d'autres encore étalaient leurs riches brocarts voilés au petit matin d'impalpables brumes. Devant une telle profusion de beauté, qui se serait senti comme ivre, comme fou ? C'était le cas de dire. Dans la petite chaumière entourée de 1000 fleurs, repose tous les jours le maître en face de son jardin. Le vieux jardinier du nom de Qiuxian, du premier au dernier jour de l'année, de l'aube au crépuscule, travaillait sans relâche. Planter, bêcher, arroser, surveiller. Chaque éclosion de fleurs le rendait si heureux qu'il procédait à des libations, faisant chauffer le vin ou infuser le thé. Il passait des nuits au clair de lune à leur tenir compagnie, les rafraîchissait au moment des grosses chaleurs, les protégeait les jours de tempête, soutenait les tiges, les plus faibles avec des bambous, sur le pied de guerre par tous les temps et sans penser un seul instant à lui. Impermanence de ce monde. Quand les fleurs commençaient à se faner, il souffrait cruellement. Sur les corolles tombées, il versait des larmes. Il les ramassait pieusement et les déposait dans une cuve. Lorsque celle-ci était pleine, avec du vin et du thé, il leur disait adieu avant de les enterrer. C'était, disait-il, l'enterrement des fleurs. Si d'aventure il trouvait des pétales souillés de boue, il les lavait et les laissait ensuite dériver sur le lac tout proche. C'était l'ablution des fleurs. Rien ne lui était plus cruel que de devoir tailler des branches ou faire des bouquets. Il pensait à la vie éphémère de ces corolles à peine écloses qui souffrent atrocement, à ces rameaux qui ne repousseront jamais, et pire encore, à ces bourgeons s'étiolant sur la branche coupée
tels des bébés mort-nés. Cueillir des fleurs était pour lui un péché, et par tous les moyens, il s'efforçait d'en dissuader les gens. Il leur proposait de l'argent, demandait grâce au nom des fleurs avec mainte révérence, tombait à genoux, se prosternait cul par-dessus tête, suppliait, jusqu'à ce qu'on eût pitié du pauvre fou qu'il était et de sa douce manie. Peu lui importait. Les gens qui cueillaient les fleurs au gré de leur fantaisie les donnaient à n'importe qui, et jetaient le reste dans le chemin, ne les aimaient pas vraiment. Les fleurs elles-mêmes avaient quelques raisons de s'en plaindre et de leur en vouloir terriblement. Telle était sa théorie, lui qui n'avait jamais brisé une tige ni cueilli un bourgeon. Soucieux de préserver les fleurs en général et les siennes en particulier, c'est peu de dire qu'il ne se montrait guère hospitalier, exigeant des rares visiteurs admis dans son jardin qu'il circule précautionneusement dans les allées et admire les fleurs de loin afin que nulle mauvaise odeur ne vienne les troubler. Celui qui prenait la liberté d'en cueillir une, seul, était flanqué à la porte à jamais. Tout le monde à la ronde connaissant sa folie, nul n'aurait osé toucher à une feuille. Les oiseaux eux-mêmes ne s'y hasardaient point. Car dans sa crainte de les voir picorer les fleurs en bouton, Kuxian répandait à leur intention au pied des arbres du riz et du millet, en les priant de veiller à ne pas y toucher. De sorte que ceux-ci, rassasiés, voletaient sagement de branche en branche, sans becqueter ni fleurs ni baies. Chaque année, le jardinier récoltait donc quantité de fruits énormes et succulents qu'il offrait à ses voisins. Le surplus, il le vendait pour avoir quelque argent. Cela faisait près de 50 années que Kuxian s'était mis ainsi au service des fleurs. Le village, joie éternelle, vénérait ce jardinier exemplaire qui avait certes ses lubies, mais menait une vie sobre, faisait l'aumône et donnait ses fruits. En honneur de grand-père Q, les villageois avaient même composé ces vers. Il arrose ses plantes le matin comme le soir. Grâce à ses soins, sans fleurs étalent leur fraîcheur. Jamais il ne se lasse de les regarder et s'en délecte tant qu'il ne peut trouver le sommeil. Mais trêve de détails superfétatoires. Voilà qu'un beau jour, de la ville proche, devait surgir avec sa bande de fils de garce un certain Zhang Wei aussi teigneux qu'une hyène. À la suite d'un procès perdu, ce mauvais sujet venait couver sa honte dans son manoir du village, joie éternelle. Descendant d'une famille de mandarins, il se croyait tout-puissant. Accoquiné à des malfrats sans foi ni loi, il avait à son actif méfaits innombrables et crimes abominables. Tel était le gaillard redoutable qui s'installait dans les parages. Or donc, un matin que Zhang Wei, légèrement ivre, se promenait à travers le village, il avisa le jardin de Kuxian, ses bosquets épanouis derrière ses arbres luxuriants. « À qui appartient-il ?»« Au fou des fleurs, » lui répondit un de ses valets. « Apparemment, il sait comment les cultiver, » dit Zhang Wei. « Allons lui rendre visite. » Personne n'entre sans autorisation, et le vieux est bizarre. Les autres peut-être, pas le seigneur Tsang. Faites-moi ouvrir immédiatement. Et d'ordonner de tambouriner à sa porte. C'était l'époque des pivoines. En cet instant s'épanouissait non pas la variété courante dite printemps au pavillon de jade, mais les 5 espèces les plus rares. Pavillon jaune, pavillon vert, pulpe de pastèque, lion noir d'encens et tête rouge de lion. Indolentes et hautaines, les pivoines jaunes des Yao et violettes des Wei balançaient leurs corolles qui valaient chacune 5000 taels. À l'abri d'un écran de rocher, sous la tenture qui les protégeait du soleil, les célèbres fleurs, légères et délicates, dansaient dans le vent d'Est, comme chante le poème. Assis au pied d'un arbre, Kuxian, au comble du ravissement, égère de vin à la main,
fêtaient leur floraison. Les coups violents frappés à sa porte le firent sursauter. Qui pouvait lui rendre visite à l'improviste? Il ouvrit timidement un battant sur une douzaine d'hommes à l'haleine avinée. « Que cherchez-vous ici, messieurs » dit-il, craignant déjà le pire. « Hé, vieillard !» fit Tsang Wei en s'avançant. « Est-ce que tu ne reconnais pas le jeune seigneur Tsang du manoir voisin? Tu as des plantes rares, je viens les voir. »« Seigneur, dit Kyuxian, mon modeste jardin ne présente pas le moindre intérêt. Aucune plante n'est actuellement en fleurs. »« Tu me comptes des lanternes? Écarte-toi !» Tsang Wei bouscula rudement Kyuxian, qui trébucha pour s'engouffrer dans le jardin suivi de sa bande. Force fut au vieux jardinier de refermer sa porte derrière eux et de les suivre, son aiguière à la main. Chaque cri poussé par les malfrats répandus dans les allées le faisait trembler. Il ne savait s'il s'extasiait devant la beauté des pivoines ou s'il s'en moquait. Plus inquiet que le poisson sur le hachoir, le vieux jardinier tremblait pour ses fleurs, bien déterminé néanmoins à les protéger. « Veillez, Seigneur, à ne pas les admirer de trop près, » recommanda-t-il à Tsang Wei, en train de grimper sur les rochers pour mieux les respirer. « Tu as commencé, vieillard décrépit, par me mentir. Tu as de très belles fleurs, et maintenant tu voudrais m'empêcher de les sentir? Tu crains peut-être que je les mange? Que dis-tu de ça ?» fit le seigneur Tsang Wei furieux. Il prit les fleurs à plein bras pour les renifler avec des grognements de gorée, tandis que les autres s'esclaffaient. Livide, Kyuxian devait ronger son frein, réduit à attendre qu'il se retire. Tsang Wei n'en avait nullement l'intention, puis commanda à ses valets d'aller chercher du vin accompagné de mets. « Pour fêter ce beau paysage !» lança-t-il avec ostentation. Ne craignez-vous pas, Seigneur, d'être ici à l'étroit » hasarda Kyuxian. « Boire chez vous serait sûrement plus agréable. »« Pas du tout !» s'exclama Tsang Wei, qui jubilait devant la face racornie du vieux jardinier. « Moi et mes compagnons, nous nous installerons par terre. On dirait que ça te contrarie. »« Vous asseoir, Seigneur, dans un endroit aussi malpropre, quand vous pourriez prendre vos aises dans votre manoir ?» rétorqua Kyuxian. « Eh bien, qu'on étale un tapis !» Les valets s'en furent en enquérir un dans la propre maison de Kyuxian. Vidant maintes et maintes coupes et jouant bruyamment à la moure, couvé par l'œil noir du jardinier, qui avait l'air, comme on dit, de celui qui est obligé de mâcher des aliments amers. « Vieillard !» s'écria tout à coup Tsang Wei, qui déjà tanguait à l'est et à l'ouest. « Tu es un rustre, mais un bon jardinier. Je t'offre à boire. » Kyuxian refusa tout net. « Ton jardin est magnifique, » continua Tsang Wei, plein de convoitise. « Je le veux. Je te l'achète. »« Vendre mon jardin ?» s'exclama douloureusement le jardinier. « Mais c'est ma vie même !»« Ta vie, je m'en fous. Cède-le-moi, et tu viendras soigner les plantes chez moi. Y a-t-il un problème ?»« Quel vénard !» s'exclamèrent les fils de garce de sa bande. « Qu'est-ce qu'il attend pour prouver sa reconnaissance au maître? Allez, prosterne-toi !» Et il donnait des bourrades à Kyuxian, suffoquant de colère, mais ne soufflant mot. « Décidément, qu'il est détestable, ce vieux-là !» s'esclaffa Tsang Wei. « Vas-tu répondre ?»« Je vous l'ai dit clairement, Seigneur, ce jardin, c'est ma vie. » « Si tu ne veux pas que je t'envoie à la préfecture sous escorte, tu as intérêt à dire oui. » Devant cet homme puissant, saoul de surcroît,
Dardant vers lui sa face cruelle, le jardinier se sentit aussi démuni qu'un crabe sans pattes. Que faire, sinon dans l'immédiat paraître obtempéré? Puisqu'on ne peut pas conclure le marché sur le champ, est-ce trop demander à monseigneur de m'accorder un jour de réflexion? Demanda-t-il. Tous les voyous d'approuver cette proposition et d'aider Tsang Wei à se lever. Demain, il reviendrait, dirent-ils. Dans la crainte qu'il ne se livre en partant à quelque saccage, Qiuxian les précédait vers la sortie, quand une exclamation le fit se retourner. Tsang Wei, en pleine ivresse, s'avisait de faire un bouquet. Il n'en fallut pas davantage au vieux Qiuxian pour voler au secours de ces fleurs comme s'il avait des ailes. « Seigneur, arrêtez! Quel dommage de cueillir ces fleurs qui demandent tant de soins pour seulement le plaisir d'un jour ou deux! De grâce, ne commettez pas ce péché! »« Tu en ne parles pas, tu pètes! Ces fleurs seront à moi demain, je peux toutes les cueillir. » Tsang Wei voulut écarter Qiuxian, mais ce dernier lui agrippa convulsivement les poignets. « Sur ma vie, vous ne les cueillerez pas !» Les yeux hors de la tête, le vieux jardinier paraissait possédé. « Qu'est-ce qui nous empêche de rosser cette vieille denrée ?» s'écrièrent les malfrats. « J'ai une meilleure idée !» fit l'un d'eux, nommé Tsangba, sa face de rat malignement pointée vers le massif de pivoine. « Offrons au maître le bouquet qu'il souhaite. » Un clignement de paupières et tous s'élancèrent, cueillant, arrachant, brisant à qui mieux, tandis que le vieux jardinier, hagard, lâchait Tsang Wei pour courir de l'un à l'autre tel un aveugle poursuivant des ombres. « Bandit, innommable bandit, à quoi bon vivre ?» hurla-t-il, en se précipitant tête baissée sur Tsang Wei, qui sous le coup s'effondra sous comme un âne. « Il a battu notre seigneur, ce chien de cutéreux !» La bande jeta les fleurs et se rua sur Qiuxian. Heureusement, quelques serviteurs qui avaient gardé la tête froide s'interposèrent entre les bandits et ce vieillard d'un grand âge. « Tu ne perds rien pour attendre, vieux déchet !» On releva Tsang Wei. Celui-ci, furieux d'avoir été jeté à terre, s'élança vers les précieuses pivoines éparpillées sur le sol et se mit promptement à les écraser sous ses bottes avec un acharnement d'ivrogne. « Adieu, jaune des Yao, adieu, violette des Wei, corolle de soie valant 5000 tails. Adieu, délicat pétale de brocart, tendre feuille, tige gracieuse. » Bientôt, il ne resta plus sur le sol qu'une bouillie infâme. Comment ne pas s'exclamer ? Quelle misère ! Quelle pitié ! Soudain coups de main et de pied s'abattent, comme pluie en tempête. Hélas, les feuilles fraîches et les fleurs délicates s'éparpillent sans que personne daigne les ramasser. À genoux, grand-père Qiu contemplait ce désastre. D'énormes larmes coulaient sur sa face, pendant qu'il poussait des cris à remuer le ciel et la terre, et s'arrachait les cheveux par poignées. Au voisin accouru qui restait bouche bée, Tsang Wei lança. « Dites à ce vieil imbécile de me céder son jardin, sinon il aura de mes nouvelles. » Avant de disparaître, plein de haine. Tous de se hâter vers grand-père Qiu qui pleurait à s'en faire éclater la tête, de s'efforcer d'un geste affectueux, d'une bonne parole, de l'apaiser. Aux menaces de cet ivrogne de Tsang Wei, il ne fallait accorder aucun crédit. Demain, les choses seraient oubliées et les pivoines refleuriraient la saison prochaine. Après l'avoir ainsi calmé, tous se retirèrent en tirant la porte du jardin. Cela devait arriver, dit l'un des villageois qui gardait rancune au fou des fleurs, de l'avoir un jour évincé, quand on est aussi maniaque de son bien. À se montrer trop personnel, grand-père Qiu a récolté ce qu'il avait semé. Une sacrée leçon qu'il a reçue aujourd'hui. Scandalisés, les autres prirent la défense du vieux jardinier.
pouvait-on le blâmer de protéger ses fleurs quand il prenait pour elles tant de peine? Resté seul, Qiuxian s'avança vers les rameaux piétinés, les entrailles flétries de tristesse, leur parlant et recommençant à pleurer. Comment un tel malheur avait-il pu arriver? Il se posait pour la 10e fois la question quand une toux discrète lui fit lever les yeux. Une jeune fille se tenait là qu'il ne connaissait pas. En simple toilette, elle était d'une beauté parfaite. Qui était-elle? Que venait-elle faire ici? Ayant appris l'existence en ce jardin de pivoines merveilleuses, en voisine elle était venue les admirer. Mais que s'était-il donc passé? Son regard plein de curiosité allait des yeux rougis du vieux jardinier au sol jonché de pétales écrasés. « À quoi bon en parler ?» dit Qiuxian en se remettant à pleurer. Cependant, une phrase entraînant l'autre, il finit par lui raconter la visite de Zhang Wei et de sa bande, le saccage des pivoines, le cri silencieux de toute cette splendeur piétinée. Horreur conjuguée au chagrin, son désespoir était total. Les sanglots l'étouffaient. « Que diriez-vous » fit la jeune visiteuse en souriant, « si les fleurs étaient à nouveau sur leurs branches, comme aux premières heures de la matinée? Oh, je serais fou de joie. Mais hélas, c'est impossible, répondit Qiuxian. Il en est des fleurs comme de la vie humaine qui s'épanouit et se fane. Personne n'y peut rien changer, même l'espace d'un instant. Si pour vous, je faisais revivre les fleurs. Jeune fille, cessez de vous moquer, répondit Qiuxian. J'ai toujours réussi, dit-elle. Le vieux jardinier sentit monter du fond de ses entrailles un invraisemblable espoir. Vraiment, demoiselle? Vous avez ce pouvoir magique? Dit-il en s'inclinant profondément. Allez seulement me chercher un grand bol d'eau fraîche et vous verrez. Qiuxian de lui obéir aussitôt et de courir vers sa maison en se demandant s'il devait la croire, s'il pouvait la croire. Quand il revint, son bol d'eau fraîche à la main, « Oh, miracle! Pince-moi, je rêve !» Plus un seul pétale sur le sol et sur les rameaux la plus fantasmagorique des floraisons. De nouveau, les jaunes des Yao et les violettes des Wei, indolentes et hautaines, se balançaient sur leurs branches, mais 10 000 fois plus belles, 10 000 fois plus chatoyantes que le matin même. Du phénomène témoigne ce quatrain. Jadis, un immortel fit éclore des lotus dans un brasero. Cette fois, la fée a fait revenir les fleurs sur les rameaux. La sincérité a une telle puissance qu'elle émeut même les végétaux. Mais le fou des fleurs reste toujours la risée des sots. La demoiselle a vraiment réussi ce miracle, s'écria Qiuxian, éperdu de bonheur en la cherchant partout à travers le jardin. Où donc était-elle? En ouvrant sa porte, il tomba sur 2 voisins venus le consoler. Qiuxian répondit qu'il avait certes bien souffert à cause de Zhang Wei et de sa bande, mais tout était désormais arrangé grâce à une jeune visiteuse qui avait ressuscité ses fleurs. Ne l'avait-il point aperçu s'éloigner? Ils répondirent qu'ils étaient là depuis un bon moment et n'avaient vu personne. Et de s'étonner, comment était-il donc possible de ressusciter des fleurs saccagées? Et de supplier le vieux jardinier de les laisser contempler un tel miracle. Pour une fois, Qiuxian ne se fit pas prier. Il les conduisit devant le massif ressuscité, puis après une offrande d'encens pour remercier le ciel, il les invita à fêter avec lui l'événement. Les 2 voisins avaient à peine pris congé que la nouvelle se propageait à travers le village plus vite que si le crieur public l'eût annoncé. Ému par son amour des fleurs,
une fée avait apporté à grand-père Q son aide. Les pivoines saccagées par Zhang Wei et ses sbires étaient de nouveau sur leurs rameaux, encore plus belles qu'auparavant. Dès l'aube, tous les villageois se pressaient donc à la porte de grand-père Q pour voir de leurs yeux de chair ce prodige, en redoutant toutefois d'être éconduits. Mais la nuit avait porté conseil au vieux jardinier. La cause de son malheur était à rechercher dans son étroitesse d'esprit et son manque de générosité. Aussi devait-il permettre à tout le monde d'entrevoir les fleurs, à la seule condition de ne point les toucher. Lorsque Zhang Wei apprit ce qui s'était passé, il se pointa avec sa bande pour voir les fleurs ressusciter. C'était bel et bien vrai. Les pivoines, plus belles que jamais sur leurs branches, semblaient sourire pour aguicher les hommes au point qu'il en fut épouvanté. Néanmoins, c'était un être perverti, rusé et cupide, qui n'avait d'un homme que l'apparence. Dans son esprit fertile en tromperies de toutes sortes, naquit un stratagème pour que le jardin de Cuxian, avec ou sans fée, lui appartint. La chose était on ne peut plus simple. Profitant d'une chasse aux sorciers lancée à travers le pays, depuis qu'un certain Wang Tse avait fomenté une révolte en utilisant la sorcellerie, il enverrait son acolyte Zhangba, bien introduit à la préfecture, dénoncer Cuxian au préfet, qui avait promis 3000 sapèques à qui démasquerait les insurgés. De cette façon, lui, Zhang Wei, aurait tout le bénéfice de l'affaire, la récompense et le jardin. N'était-ce pas bien combiné ? Tous les fils de garce d'applaudir. Sitôt dit, sitôt fait. Comme sorcier maudit et bandit rebelle, Cuxian, appréhendé dans son jardin et ligoté, fut jeté dans une geôle. Aux villageois venus aux nouvelles, les huissiers, qui tous avaient été achetés, répliquèrent que leur grand-père Q était impliqué dans une affaire susceptible de compromettre tout le village, qu'ils se le tiennent pour dit. À l'audience, le vieux jardinier fut donc accusé d'ensorceler les villageois dans le but de les inciter à la révolte. Protestant de sa bonne foi, Cuxian n'y comprenait goutte. Il était natif du village Joie éternelle, d'une famille honorablement connue depuis des générations. Il ne connaissait rien à la magie et ne s'occupait que de son jardin. Parlons-en justement. N'as-tu pas pratiqué la sorcellerie pour faire revivre ces fleurs ? Tempêta le préfet. Voilà pourquoi on l'accusait de maléfice. Cuxian de raconter alors les méfaits de Zhang Wei et de sa bande, les pivoines saccagées, la visite de la jeune fille qui savait ressusciter les fleurs. Mais le préfet n'avait cure de cette histoire sans queue ni tête. Une fée aurait été touchée par le chagrin de ce vieux jardinier et lui serait apparue. Comment croire qu'il ait pu rencontrer une divinité quand tant d'ascètes pratiquaient méditation et jeûne sans en voir jamais ? Pas de doute. C'était un sorcier habile à trigoder les gens. Le préfet allait ordonner de soumettre Cuxian à la torture quand un voile blanc couvrit ses yeux. Se sentant pris d'un inexplicable vertige, il renvoya l'affaire au lendemain et le vieux jardinier à sa geôle. « Relâchez votre cœur de tout souci », lui chuchotèrent au passage ses deux voisins venus au tribunal. « Demain, tout le village se portera garant de votre innocence. »« Que le ciel vous entende », leur répondit Cuxian, avant que les geôliers ne l'emmènent. Au cœur de la nuit, l'infortuné vieillard qui souffrait 1000 maux dans sa cangue se mit à prier l'immortel dont les bienfaits avaient certes sauvé ses fleurs, mais provoqué sa ruine. Si elle daignait le prendre en pitié et le laver de toutes ses calomnies, il se promettait d'entrer en religion. Soudain, dans un halo de clarté, sur le mur de sa prison, la gracieuse fée du jardin lui apparut. « Tu voudrais bien sortir de là ?
Souriante, elle désignait le carcan qui aussitôt se brisa, tandis que Kyuxian, reconnaissant, frappait du front le sol. « Je suis l'une des déesses des fleurs de la reine du lac de Jade. Ton incommensurable amour des fleurs m'a touchée, lui dit-elle. C'est pourquoi j'ai ressuscité tes pivoines. Que Tsangwei ait cherché à te nuire, cela même était décidé par le destin. Il a fait l'objet d'un rapport transmis à l'empereur céleste. Bientôt, les coupables seront châtiés et toi, Kyuxian, tu seras libéré et dans quelques années, tu deviendras un immortel. Mais comment ? Balbutia Kyuxian. Immortel, il le deviendrait par son amour de fleurs. Elle lui expliqua alors comment cultiver l'authentique et nourrir sa nature avant de disparaître. Pendant ce temps, Tsangwei, ravi de la réussite de son stratagème, gagnait le jardin de Kyuxian pour y festoyer à l'aise. D'autorité, sous les yeux indignés des voisins, ses sbires enfoncèrent la porte et remontèrent l'allée jusqu'au massif de pivoine. Et là, poussèrent des cris de surprise et de déconvenue. De nouveau, les rameaux étaient dépouillés. De nouveau, les fleurs écrasées jonchaient le sol. « Pareil changement en une demi-journée à peine !» s'exclama l'un des voyous. « C'est ce qui s'appelle un vrai sorcier !» dit Tsangwei. « Seigneur, ce gredin de jardinier veut vous impressionner par sa magie !» dit Tsangba. « Cela ne va pas m'empêcher de trinquer devant ces fleurs tombées. Fait ou pas, je m'en moque. Ce jardin est désormais à moi, répliqua Tsangwei en claquant dans ses doigts. Les valets étalèrent un tapis et tous s'assirent en rond, buvant tous leurs sous, s'esclaffant et se congratulant. Il l'avait bien eu, ce vieux. La nuit était tombée quand survint une tornade telle que 1000 pins semblaient hurler ensemble, tandis qu'une myriade de pétales lumineux fondait à travers le jardin sur le massif de pivoine, où ils se transformaient en filles gigantesques. De frayeur, les malfrats sentirent que les abandonnaient leurs 3 âmes et leurs 7 affects. Quelle sorte de démon était-ce ? Les filles immenses n'en finissaient pas de grandir, sous le regard terrorisé des hommes qui, plus pantelants que des coqs de combat après la défaite, semblaient frappés de paralysie subite. Seule leur bouche gémissante fonctionnait encore. Dans leur éclosion titanesque, les visages magnifiques se modifiaient sans cesse, et les corps épanouis, et les cheveux hérissés d'épines, et les yeux qui fulguraient, et les bouches qui proféraient d'inaudibles menaces. C'est alors que jaillit d'entre toutes ces géantes une géante écarlate qui ordonna « Sœurs, vengeons Kyuxian, notre bienfaiteur. Ces hommes nous ont malmenés et détruites. Ne les laissons pas échapper, punissons-les. » Tel un monumental bouquet qui se défait, les filles immenses fondirent alors sur eux, leurs manches longues de plusieurs pieds, pareilles à des étendards. Elles répandaient un froid intense. « Nous sommes morts !» criaient les voyous. Les uns tombaient à la renvers, les autres prenaient leurs jambes à leur cou. Quand, face lacérée, pieds ensanglantés, la bande se retrouva hors de la tornade, le seigneur Tsangwei et Tsangba, son acolyte, manquaient à l'appel. Le calme revenu, torche en main, aidés de quelques valets robustes, les voyous revinrent fouiller le jardin où régnait maintenant un profond silence. Passant devant le massif de pivoine, ils constatèrent stupéfaits que les rameaux étaient de nouveau couverts de fleurs. Un peu plus loin, ils ramassèrent Tsangba, mortellement blessé à la tête par la chute d'un arbre. Mais ils eurent beau inspecter tous les coins et recoins, de Tsangwei, il n'y avait trace nulle part. Les démons l'avaient-ils dévoré ? De guerre lasse, ils s'apprêtaient à repartir, laissant aux 2 voisins survenus le soin de fermer le jardin, lorsqu'un des valets s'écria depuis le mur de l'Est. « Le Seigneur n'est pas loin !» On se précipita, le domestique brandissait le foulard de Tsangwei. On chercha le long du mur, et tout à coup on cria de brandir les torches, puis on hurla « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ô malheur, ô catastrophe ! Dans ce coin est,
Des jambes émergeaient de la fosse d'aisance, celles d'un homme planté dans cette puanteur, la tête en bas. C'était bien leur jeune seigneur. On l'extirpa de là. On lava son cadavre au bord du lac pour le débarrasser de l'odeur infecte avant de le ramener au manoir. Tsang Wei et Tsang Ba morts, c'était le cas de dire. Deux voyous partis si bas, une paire de démons s'en va en enfer. Le lendemain, à l'audience, le préfet, apprenant la mort inopinée du plaignant Tsang Ba et de son maître, ne savait quelle décision prendre lorsque les habitants du village Joie éternelle se présentèrent porteurs d'une pétition relatant toute l'histoire. Le haut dignitaire, qui subodorait là-dessous quelque affaire surnaturelle et avait deviné que son étrange malaise était un avertissement du ciel, se félicita alors de n'avoir pas soumis le fou des fleurs à la torture. Il fit immédiatement libérer Kyuxian, tandis qu'une proclamation garantissant ses droits de propriété était placardée à la porte de son jardin. Tous s'étant prosternés, rentrèrent chez eux fêter le retour de grand-père Qiu et de la paix au village Joie éternelle. C'est à partir de ce moment-là que Kyuxian se mit à pratiquer le jeûne et la méditation, que ses cheveux redevinrent noirs de laque et qu'il se mit à rajeunir. Mais c'est le jour de la fête de la mi-automne, le 15e du 8e mois de cette même année, déclarèrent les villageois qui assistèrent au miracle, qu'une musique divine se fit soudain entendre, que des parfums suaves se répandirent, et qu'ils virent planer dans le ciel, puis s'abattre devant Kyuxian, assis en méditation, un phénix bleu et une cigogne blanche, précédant la fée des fleurs sur son char de nuages, environné de 1000 suivantes sous des dais chatoyants. Celle-ci venait annoncer à Kyuxian, prosterné, qu'il était nommé par décision de l'empereur de Jade, messager des fleurs. Immortel, préposé au jardin, il aurait désormais à s'occuper des fleurs du monde entier, et il lui appartiendrait de récompenser ceux qui les chérissent et de punir ceux qui les abîment. Respect à ceux-ci. À cet instant, par cette douce journée d'automne, la chaumière entourée de son splendide jardin, avec sa haie d'arbres luxuriants, et Kyuxian assis sous son bosquet qui faisait des signes d'adieu de la main, s'envola à travers le ciel serein, de plus en plus loin du village Joie éternelle, de plus en plus haut, vers les lieux éthérés du pays du céleste empire, d'où notre monde de poussière apparaît en bas comme un misérable petit tas de terre. On décida alors que le village s'appellerait dorénavant Village des Sans-Fleurs. Plus tard, un poème devait servir de conclusion à cette histoire qui disait à peu près ceci. L'amour profond de Kyuxian fit descendre parmi nous la déesse des fleurs. Avec la chaumière, plantes et herbes s'envolèrent. Dès lors, pour devenir immortel, inutile d'étudier l'alchimie. Pour aller plus loin, la pivoine. Dans les traditions florales de la Chine ancienne, la pivoine a le pouvoir d'enrichir votre vie en d'autant de façons que la belle fleur a de pétales. Elle fleurit pendant ce qu'on appelle les pluies céréalières, les pluies les plus abondantes du printemps, période de chaleur et d'humidité qui peut mener à l'anxiété et à la colère. Mais la beauté et le caractère de la pivoine soulagent naturellement de cette pression. Connue sous le nom de reine des fleurs, la pivoine était adorée pendant la dynastie Tang, l'âge d'or culturel de la Chine. L'empereur Tang Xuezong fut tellement séduit par la beauté de la fleur qu'il demanda au légendaire poète Li Bai de l'immortaliser en vers. Ainsi, la charmante pivoine est devenue un symbole de richesse et de prospérité. Mais le pouvoir symbolique de la pivoine est enraciné dans une philosophie chinoise encore plus profonde. Une légende raconte que l'impératrice Wu Zetian de la dynastie Tang donna l'ordre que toutes les fleurs de son jardin royal devaient fleurir en plein hiver. Ayant peur de son pouvoir,
toutes les fleurs fleurirent, sauf une, la pivoine. Enragée, l'impératrice Wu bannit les pivoines de la capitale Chang'an à la ville de Luoyang. Pourtant, après le déménagement, les fleurs fleurirent magnifiquement. Dans un accès de colère, l'impératrice ordonna que toutes les pivoines soient brûlées. Malgré l'incendie destructeur, 1 an plus tard, les pivoines s'épanouirent magnifiquement à nouveau. L'histoire nous enseigne que la vraie richesse et la prospérité s'épanouissent en suivant la voie naturelle. Les Chinois dans l'Antiquité l'appelaient vivre dans le Tao, et cela signifie vivre en harmonie avec le ciel et la terre. La nature et l'univers ont un timing parfait, qu'il s'agisse d'une floraison en hiver ou au printemps. Vivre la vie en harmonie avec ce flux cosmique, universel, apportera le vrai bonheur, la joie et une vie fructueuse, car comme la pivoine, vous êtes parfaitement unique dans cette voie naturelle. En Chine, le taoïsme voit la pivoine comme une manifestation de l'équilibre parfait entre le yin et le yang. Ses pétales délicats évoquent la douceur féminine, yin, tandis que sa tige solide reflète la stabilité masculine, yang. La pivoine devient ainsi un symbole d'harmonie cosmique, rappelant l'importance de vivre en équilibre avec soi-même et le monde. Voilà pour notre petit conte du jour. Je remercie tous les abonnés de suivre régulièrement cette chaîne et je remercie également les nouvelles personnes qui nous ont rejointes aujourd'hui pour cette séance de l'heure du conte et du thé. J'espère que ce petit conte vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner, à partager et à mettre un commentaire. Si vous avez aimé ce conte, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo les références du livre ainsi que le lien vers mon site. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.